Le peuple Bamileke, l'un des peuples les plus dynamiques de notre espace territorial au Cameroun, fait l'objet de nombreuses sollicitations sur le plan de son histoire, sur le plan de son anthropologie, sur le plan de sa dynamique même de fonctionnement. Et pour en parler, nous recevons un monsieur, un écrivain qui a penché sur la question depuis une dizaine d'années déjà, savoir Dieudonné Toukam, et qui publie chez l'Harmattan, Cameroun, cet ouvrage Histoire et anthropologie du peuple Bamileke, nouvelle édition, revue et argumentée. Dieudonné Toukam Amgaka. Ah bien. Merci d'être avec nous là, sur Africa TV dans le cadre de cet échange sur cet ouvrage qui paraît déjà fort intéressant, à savoir Histoire et anthropologie du peuple Bamileke. Une précaution de départ, au vu de la qualité des informations que nous avons retenues de l'ouvrage. Avez-vous le sentiment d'avoir divulgué ce qui ne devait pas l'être? Il semble que cette remarque vous avait été faite lors de la première édition. Je vous remercie pour votre question. C'est vrai que c'est difficile lorsqu'on parle de sociologie, d'anthropologie culturelle. Il n'y a pas pour le chercheur véritable des limites à ce qu'il souhaite savoir. Mais vos informateurs vous diront toujours, sur telle ou telle question, je ne voudrais pas que vous en parliez, ou plutôt je voudrais que vous en parliez, mais très superficiellement. Oui, je réponds par oui pour dire que, justement, j'ai abordé un aspect de la culture Bamileke qui m'a été reproché. Oui. Et sans avoir enfreint la limite normale, ou alors... Pas du tout, pas du tout. Je n'ai pas publié, je n'ai pas rendu public des formules mystiques, par exemple des formules de domination d'esprit, ou bien des formules qui ressembleraient par exemple à tout ce qui est fait en termes de rituels, de domination, d'appropriation et de conservation de certains aspects mystiques de la culture dans le bois sacré des chefferies. Je n'ai pas divulgué des informations pareilles, bien que j'en possède un grand nombre. J'ai appris à garder, j'ai respecté ce que bon nombre d'informateurs m'ont dit, à savoir ne pas divulguer entièrement certaines informations qui restent du domaine de la connaissance Bamileke, qui doit être préservée. Je respecte ce qui m'a été dit. D'accord. Même si, concernant la question du FAMLA, je me suis trouvé dans l'obligation de dire quelque chose qui n'a pas plu à tout le monde, parce qu'on dit désormais que j'ai légitimé l'existence du FAMLA dans la communauté Bamileke. Le FAMLA qui n'est pas quelque chose en soi de mauvais. C'est quoi le FAMLA déjà? À vrai dire, le FAMLA, c'est une pratique mystique qui permet de dominer certains esprits et de faire en sorte que ces esprits-là travaillent pour vous. Okay. À vrai dire, lorsque vous avez la formule qui permet de le faire, vous ne devriez pas faire de la magie noire. Le sang humain, on n'a pas besoin de fusion de sang lorsque le FAMLA est bien maîtrisé. Ça, c'est ce que je sais. Donc, si on prétend que le FAMLA aujourd'hui est synonyme de massacre, c'est peut-être parce qu'il y a eu des déviances. Ce que je sais, c'est que dès le départ, le FAMLA était considéré comme une pratique qui démontre que le Bamileke peut maîtriser, dominer, dompter un certain nombre d'esprits supérieurs
et faire en sorte que ces esprits-là même nous rendent certains services. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, d'où vient le vocable Bamileke? Certains disent qu'il viendrait d'une ancienne langue de la mer Noire, d'autres disent qu'il vient d'un ancien égyptien. Alors, selon vous, avez-vous tranché sur la question? Je n'ai pas tranché sur la question parce que les données que j'ai recueillies étaient vraiment probantes dans les deux camps. C'est-à-dire que lorsqu'on va en Haute-Égypte, il y a une terminologie qui, décomposée, ramène bien au mot Bamileke. Ça, c'est une théorie qui est avancée et qui est tout à fait plausible. D'un autre côté, on estime que ce mot vient d'un dialecte, d'une variante dialectale du Yemba, c'est-à-dire dans la mer Noire, et qui avait une signification particulière. Et si cette deuxième théorie est vraie, cela signifie que le terme Bamileke, dans son essence, est un terme assez récent. Oui. Parce qu'on parle là de l'époque coloniale. Alors qu'en Haute-Égypte, nous sommes en train de parler de quelque chose qui remonte à l'Antiquité, voire avant. Alors, le peuple Bamileke est-il un peuple bantou ou non? C'est comme déjà un peuple bantou. Justement, le peuple bantou, la définition qui est donnée ne satisfait pas tout le monde, y compris à moi-même. Chez moi, ça me cette définition est satisfaisante, mais pas entièrement. Disons que les chercheurs, surtout les linguistes, pour des besoins de recherche, ont regroupé les langues d'Afrique subsaharienne en familles linguistiques, en groupes, en sous-groupes. Bon, c'est une structuration que j'ai souvent critiquée. Hein. On dit la grande famille Bénoué, de la Bénoué, et de la grande famille de... Il y a une grande famille qui s'étend à partir du Mali pour aller jusqu'au Sénégal, chez les Sérères. Il y a eu ces divisions-là. Et à partir de certains des postulats qu'ils se sont définis au départ, ils ont estimé que les langues bantoues, c'est-à-dire toutes ces familles de langues-là, avaient des similarités si importantes qu'on pouvait les assimiler à des langues descendants d'un seul groupe, d'une grande famille qui est appelée la famille bantou. Évidemment, dans leurs recherches, ils constatent que, en étudiant le Bamileke et le Tikar, il y a très peu de similitudes. Il y a plutôt beaucoup de disparités. Et je crois que c'est à partir de là qu'on a estimé que les Bamileke et les Tikar étaient des semi-bantous. Pas des bantous, mais plutôt des semi-bantous. Tout cela est critiquable, tout cela est sujet à caution. Mais dans mon ouvrage, je démontre qu'il existe quand même non pas une différence fondamentale entre Bamileke et les Bantous, mais qu'il existe vraiment une différence pour ceux-là, parce que c'est un constat en pays Bamileke. Tout le monde, ou presque, croit savoir que Tika et Bamileke, c'est un même peuple. Et moi, je démontre que ce n'est pas le cas. Oui, après les travaux de Fowler et Zetlin, moi également, je démontre que il y a de grosses disparités. Oui, effectivement, à la page 48, vous constatez la singularité
des peuples des Grassfield, Oui. l'autre Oui. appellation du peuple bamileke, Oui. sur la base de 3 éléments. L'élément phylogénétique, l'élément cosmogono-spirituel et l'élément linguistique. Pouvez-vous développer? Bon, juste résumer parce que ça, Oui. ça ferait long. L'élément génétique. Les travaux de Scorzari, je crois que c'est un article fort intéressant, montrent que l'étude de l'ADN mitochondrial permet de distinguer les différents peuples d'Afrique subsaharienne. C'est ainsi que, par exemple, on a constaté que les Bamileke avaient quelques similitudes, par exemple avec les Sérères du Sénégal, les Ibo du Nigeria, et bien d'autres. Mais ils constatent qu'on ne retrouve pas ces similarités-là, par exemple, avec les Congolais ou avec les Xhosa d'Afrique du Sud. Bon, à partir de là, on peut se demander si les Baladis, dont les Bamileke sont originaires, ne se seraient pas disséminés un peu partout en Afrique. C'est effectivement le cas parce qu'il faut dire que les Baladis, lorsque les Bamileke parlent, ce n'est qu'un groupe, un dernier groupe. Il y en avait eu d'autres. L'élément cosmogono-spirituel, c'est simple. On va constater que la spiritualité Bamileke est axée sur une structure double. Le culte des ancêtres et ensuite, quel culte? Vous parlez d'une sorte de religion bipolaire, là. Oui, c'est ça. Oui, cette structure double-là. Oui. Après, il y a les éléments linguistiques que vous avez évoqués antérieurement tout à l'heure. Oui. Je voulais finir pour dire que la structure spirituelle double, c'est-à-dire les croyances, la croyance Bamileke, qui a une structure double, est retrouvée chez certains peuples africains, mais pas chez d'autres. Ça peut susciter quand même une certaine réflexion. On peut se demander pourquoi. Est-ce que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas entièrement bantous? Bon, et il y a l'élément linguistique qui est probant, à savoir que beaucoup de chercheurs, depuis même Agege, sont revenus là-dessus. Et il y a une différence vraiment notable entre la langue Bamileke, le Tika, d'une part, et les autres langues subsahariennes. Bon. J'ai théorisé là-dessus pour dire que cette disparité-là pouvait susciter également une réflexion et montrer en quoi le Bamileke ne serait pas un bantou intégral. Voilà. Vous disiez il y a quelques minutes que les Bamileke sont des descendants du peuple Baladi qui vient d'Égypte ou des Coptes. Oui. Quelle est la particularité de ce peuple? Bon, il faut dire que lorsque les Baladis refusent de se soumettre à l'arabisation, à l'islamisme au 7e siècle, ce peuple-là, qui est le peuple majeur de l'Égypte ancienne, ce peuple est rudoyé. C'est un peuple qui est violenté et l'occupant fait tout pour faire disparaître la civilisation de ce peuple. Alors, les Baladis se trouvant confrontés aux Arabes, ont préféré, pour certains,
s'assimiler, pour d'autres, quitter l'Égypte. Et je crois que les grands mouvements migratoires des Baladis commencent à ce moment-là. Et je dis tout simplement que avant les Bamilékés, il y a eu d'autres Baladis qui ont quitté l'Égypte. Je parlais tout à l'heure de certaines similarités. Lorsqu'on décrit par exemple les Soninké du Mali, on dirait que l'on parle des Bamilékés. Alors, comment s'est opérée la migration? Oui, pour finir avec votre question, la particularité du dernier groupe de Baladis qui serait le groupe qui sera désormais appelé Bamiléké, selon les conclusions de mes travaux, c'est que ce groupe-là quitte l'Égypte en portant dans sa besace ce qu'on a appelé le trésor Baladi. Et le trésor Baladi est constitué de deux éléments majeurs. D'abord, la capacité mystique à multiplier des entités inertes ou vivantes. En d'autres termes, le Bamiléké serait capable, d'ailleurs pour moi c'est une conviction parce que j'ai eu des démonstrations, le Bamiléké est capable de multiplier des entités à partir d'une unité. C'est-à-dire qu'on peut partir d'une chèvre pour une dizaine de chèvres en un laps de temps. Mais on peut imaginer que si cela est possible, et pour cette chèvre-là, c'est également possible peut-être pour un billet d'$1, par exemple. Deuxième élément de ce trésor, c'est la lévitation mystique. Mais il se trouve que la lévitation mystique est pratiquée ailleurs, pas seulement chez les Bamilékés. La particularité chez le Bamiléké est que, et là encore j'ai eu une démonstration, c'est que la personne ou l'objet qui lévite a la capacité de réduire son poids à sa plus simple expression. Autrement dit, le Bamiléké peut léviter et peser comme une plume. Cela devient intéressant dès lors que l'on sait que la théorie de la construction des pyramides à partir des rampes ne tient plus. Et moi, je critique également cette théorie. Comment est-ce que les Égyptiens ont construit des pyramides? C'est-à-dire ont soulevé des rochers de 2-3 tonnes en l'an 400, en l'an 600, avant Jésus-Christ. La théorie de la rampe ne tient pas. Et c'est pour cela que après le chercheur Mustapha Gadala, un éminent égyptologue qui m'a beaucoup aidé, et je suis également d'accord que c'est grâce à la lévitation mystique, avec la capacité de minimiser le poids des organes qui lévitent, que les pyramides ont été bâties. Et je dis que si les Bamilékés possèdent le trésor Baladi, ça veut dire qu'ils possèdent ces deux éléments-là. Et je démontre dans l'ouvrage. Alors, comment s'est opérée la migration Baladi de l'Égypte jusqu'au Cameroun? Là encore, j'ai obtenu des éléments et là où je n'avais pas l'extrême certitude, je n'ai pas théorisé, mais j'ai présenté des cas de figure. Premier cas de figure concernant les mouvements migratoires, à partir des données que je recueille même depuis mes travaux en Égypte. Ce dernier groupe serait parti, le dernier groupe de Baladi serait parti en petit groupe jusqu'au sud, jusqu'à la partie australe de l'Égypte. Le groupe se serait constitué là-bas et aurait commencé à traverser à partir du Soudan et parti.
Un autre cas de figure estime que ce groupe-là serait parti, aurait migré en petits groupes, avant de se retrouver quelque part en pays, le royaume de Ouaddaï, c'est-à-dire dans le désert soudano-tchadien actuel, se serait regroupé là-bas, se retrouver là-bas avant de continuer. Mais une chose est certaine, le groupe entre comme un seul groupe homogène dans le nord Cameroun actuel, descend dans l'Adamawa et entre et s'installe en pays Tika comme un seul groupe constitué. Ça, c'est ce que je sais. Alors, vous recensez justement aux pages 21 et 22 de votre ouvrage près de 225 groupements bamileke. Vous disiez tout à l'heure qu'ils se sont installés dans la région de l'Adamawa en un seul groupe. Comment en sont-elles arrivées à se disloquer autant? Oui, il faut dire que ça n'a pas été facile de remonter, y compris de manière onomastique, les noms des différents chefs bamileke. Mais j'ai pu obtenir le nom du dernier chef, c'est-à-dire celui après qui le peuple s'est disloqué. Il s'agissait de Tinky. On l'a appelé Tinky. Mais les occurrences que j'ai eues à partir de mes informateurs me permettent de garder beaucoup plus le nom D. Donc on sait que une précision, mes travaux me permettent de savoir que les Bamileke sont accueillis sur les terres des Tikars. Ce n'est pas le contraire. Les Bamileke arrivent après les Tikars. Mais ils sont différents des Tikars. Alors, pour continuer à vous répondre, je dis que le dernier chef Bamileke connu, appelé Ndé, disparaît. Le trône est destiné à son premier fils, qui s'appelait Yende. Moi, je l'appellerai Yende premier parce qu'on considérera qu'il y a d'autres Yende. Il se trouve que Yende est un chasseur professionnel qui fait très peu de cas du pouvoir traditionnel. Il refuse le trône. Il refuse le trône et quitte la région accompagné d'un groupe de fidèles. Parce qu'on sait que c'est ce Yende-là qui ira fonder Bafoussam. Et on sait également qu'il traversera le Lund à l'aide de la lévitation. C'est-à-dire qu'ils marcheront sur l'eau. À partir de là, un Gonso qui fonde le pays Banso le suivra plus tard, c'est-à-dire sa sœur. Donc le règne reste vacant. Ce que je sais, c'est que c'est Charé, le carré, parce qu'il y a un autre qui va aller vers la région du Mbam. Il a été difficile d'avoir assez d'éléments sur celui-là. Mais on sait au moins une chose, celui-là il est vers le Mbam actuel. Donc c'est Charé finalement qui va succéder à Ndé. Et plus tard va quitter la zone de... C'est quelque part à Bagno, comment ça s'appelle? Parce qu'il part de là pour arriver dans la plaine du Noun actuelle, pour s'installer et se fonder. Mais on sait que c'est lui qui a succédé à... Vous voyez donc la dislocation. Le peuple s'est disloqué à partir de ce moment-là. Et je situe l'époque
à 1354, 55, 56. Oui, d'après les données en ma possession. D'accord. Connaissant cette escale en pays Tikar, est-ce qu'il y a des similitudes, des disparités entre les Grassfield d'aujourd'hui et les Tikar? À vrai dire, en dehors de la carte dynastique et de la langue, il n'y en a pas. Et cela me permet de reconnaître qu'il y a eu plusieurs cycles, plusieurs intermèdes de brassage culturel. De sorte qu'on ne peut plus être sûr que, d'ailleurs, je ne crois pas que cela a été le cas, on ne peut pas dire que le peuple bamileke a été un peuple de race pure. On peut être sûr d'une chose, au cours de la longue migration, il y a eu des baladis qui se sont assimilés à certains peuples et ont quitté le groupe. Il y a eu des gens d'autres groupes qui se sont assimilés aux Bamileke certainement parce qu'ils les trouvaient particulièrement dynamiques. Et c'est la même chose que j'entrevois concernant les Bamileke et les Tikar. Il y a certainement eu beaucoup de brassages. Et c'est d'autant plus que les Tikar ont accueilli les Bamileke. Et n'oubliez pas que les Bamileke ont passé 2 siècles. Ont passé 2 siècles en pays Tikar. Il y a certainement eu beaucoup de brassages, et beaucoup de copies. Et voilà. Donc, je conclue en disant que, en dehors des disparités linguistiques, en dehors de la carte dynastique qui ne montre aucun lien, le côté culturel, cosmogonique, se ressemble de part et d'autre. D'accord. Dans cette migration, vous mentionnez tout à l'heure qu'il y a eu des croisements, des contacts entre différents peuples, entre les Baladis, anciens Bamileke, et d'autres peuples, et notamment les Tikar. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut envisager une communauté d'héritage d'Égypte, l'héritage venu d'Égypte, puisque l'Égypte, c'est la base? Est-ce qu'il y a une communauté d'héritage aujourd'hui entre les Bamileke et d'autres peuples africains, on va dire, d'autres peuples bantous, prendre cela, ou alors les Tikar en particulier? Oui, c'est effectivement, il y a une communauté, il y a un héritage commun, hein? Il y a un héritage commun. Je vous ai dit que tout le monde, le principe est connu et c'est vérifiable. Tout le monde vient d'Égypte, ou tout au moins de la partie de l'Afrique du Nord-Est. Tout le monde vient de là. Donc, cela va de soi que, en dehors des peuples africains, et beaucoup de peuples du monde viennent d'Égypte, viennent du Nil. Donc, il y a certainement des choses que tous ces peuples-là se partagent. Dans le cas particulier du Cameroun, on le sait, les Bassars estiment qu'ils viennent d'Égypte. Et ça, c'est pas faux. Les Bétis parlent du Congo et tout, mais on sait que les Congolais, y compris quel groupe du Congo, eux aussi viennent d'Égypte. On sait que les Soninké, les Sérères au Sénégal, ils viennent d'Égypte. Donc, il y a tous ces peuples-là donc, il y a une communauté. Je crois que le piquant de l'affaire réside dans la conservation même de l'héritage. La question est, qui a mieux conservé l'héritage? Qui a mieux conservé? Et je crois que le côté mystico-religieux est beaucoup plus... En tout cas, c'est un domaine prégnant, et c'est un domaine intéressant. Ça permet d'épiloguer un peu sur la question. On sait que lorsqu'on parle de dynamisme,
le Soninké du Mali est tout autant dynamique qu'un Bamileke. Hein. C'est la même chose. Nous ne sommes pas plus dynamiques que les Ibo. Ça, je peux vous l'assurer. C'est-à-dire côté économique, financier, et tout. Côté intellectuel, je n'en suis pas sûr. Il y a pas un peu Je de crois subjectivité, plutôt là, que tout tourne autour du fameux trésor. de ramener d'Égypte. Oui. Qui est capable, quel est le peuple africain aujourd'hui ou le peuple mondial capable de multiplier des entités? De Quel faire est la le peuple lévitation. capable de pratiquer de la lévitation mystique et d'anéantir le poids même de l'entité qui lévite? Parce que ça nous permet de légitimer chaque jour un peu plus la théorie de la construction des pyramides à partir de la lévitation mystique. Pour le reste, l'héritage, vraiment la conservation de l'héritage d'un peuple à l'autre, on voit. Sur le plan linguistique, c'est un peu plus difficile. Et si on doit en débattre, ça va prendre du temps. Autant de questions et de réponses anticipées qui peuvent paraître subjectives, qui méritent un autre entretien sur Africa TV avec Dieudonné Toukam. Nous rappelons cet ouvrage plein d'éléments informatifs et de données statistiques intitulé Histoire et anthropologie du peuple bamileke, nouvelle édition revue et corrigée, publiée chez l'Harmattan Cameroun et disponible dans tous les points de vente publics du livre. Merci, Monsieur Toukam. Je vous en prie. Merci.